Eh bien bonsoir à tous et bienvenue sur le cours de F6KGL. Et ce soir nous voyons donc la troisième partie du chapitre 2. Et on voit donc les bobines et les condensateurs non parfaits. Après avoir vu la semaine dernière le composant parfait qui bien évidemment n'existe pas. C'est quelle page Nous en sommes à la page 51. Avant de commencer ces condensateurs et ces bobines non parfaits et les problèmes liés à cette imperfection, on va voir quelque chose qui a un peu rapport et qu'on va un peu développer d'ailleurs dans la manip de la soirée un peu plus tard. C'est la décharge et le remplissage, enfin charge et décharge, d'un condensateur ou d'une bobine. On va voir la différence entre les deux. Donc là, je vous ai fait un petit schéma assez simple avec un générateur, une pile. E, c'est donc la force électromotrice de la pile. Ici, j'ai un petit interrupteur K, donc si je le mets en position 1, ça va charger le condensateur, puisque là, je vais avoir un courant qui va rentrer dans ma résistance, et qui va, du coup, charger ici mon condensateur. D'accord ? Rien d'extraordinaire à ça, on va regarder un peu plus en détail. Et puis lorsque je bascule ici mon interrupteur sur la position 2, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien mon condensateur va se décharger à travers cette même résistance. Donc le courant va partir dans l'autre sens. Quand je charge, bien évidemment ça va augmenter la tension sur mon condensateur, et la tension maximum de mon condensateur, ça sera la tension de la pile, ça ne peut pas aller au-delà. Inversement, quand je vide mon condensateur, évidemment, la tension à la fin, c'est 0 volts. D'accord ? Donc, première étape, on va charger le condensateur, donc on va supposer qu'il est vide. Supposons, on va commencer par ça, il est vide, et on bascule l'interrupteur ici sur la position 1. Donc j'ai une tension ici, ça va chercher à remplir le condensateur qui est là, et évidemment ça ne va pas remplir instantanément puisque ici j'ai une résistance. Et la loi d'Ohm, elle me dit quoi? Elle me dit que l'intensité ici qui va remplir mon condensateur, elle va passer dans la résistance, et l'intensité I est égale à U sur R. U, si ici mon condensateur est vide, c'est 0 volts, donc ici c'est ma tension de ma pile, donc I est égal à U divisé par R. Ça marche bien. D'accord ? Et donc, voilà, je transforme. Alors, si je prends ici la valeur de mon condensateur que j'ai vu la semaine dernière, j'avais vu la semaine dernière que Q est égal à C multiplié par U. C'est-à-dire la quantité d'électricité dans mon condensateur, c'est la valeur du condensateur multipliée par la tension. C'est la formule de base du condensateur. Enfin, la formule de base, c'est C égale Q divisé par U. Et ça revient au même. Bon, ça, c'est ma formule de base du condensateur. Q, je remplace ça par sa valeur. Q, c'est quoi? C'est l'intensité multipliée par le temps. Ok? C, U. Alors, C, ça ne change pas. U, je sais que c'est U égale RI.
Ah, attendez, non, c'est pas ça. Ah non, voilà, on va y arriver. Q égale C sur U, je remplace Q par sa valeur, donc I fois T égale C fois U. Donc T, c'est-à-dire le temps que va mettre mon condensateur à se remplir, c'est quoi? C'est U divisé par I multiplié par C. Or, tu viens de dire Q égale là, C sur U. Q égale C sur U. Je vois pas le sur. Non, CU. Q égale CU. C multiplié par U. Ah bon, c'est la valeur. J'avais entendu C sur U. Ben, c'est peut-être moi qui me suis planté. Q est égal à C multiplié par U. D'accord. Je remplace Q par sa valeur, I multiplié par T. Ça me donne donc I multiplié par T est égal à CU, ça ne change pas. Une fois que, parce que ce que je veux savoir, c'est en combien de temps mon condensateur est chargé. Donc mon temps, pour le garder seul de ce côté de mon signe égal, là, il faut que je passe I de l'autre côté du signe égal. Et comme c'est une multiplication, ça passe en dessous. Donc ça me fait T égale C multiplié par U divisé par I. Et U divisé par I, c'est R. R est égal à U sur I. On se souvient de ça, la loi d'Ohm. Donc, mon temps de charge, c'est quoi? C'est R, hein, U sur I, multiplié par C. Pourquoi la charge n'est pas linéaire? Ah. Eh bien, tout simplement, elle n'est pas linéaire parce que ça, c'est valable. Cette belle équation, elle est valable si et seulement si U ne bouge pas. Or, ce que je vais mesurer là, c'est ce qui va déterminer l'intensité, c'est cette tension là sur ma résistance. Mais au fur et à mesure que je vais remplir mon condensateur, la tension sur mon condensateur, elle augmente. C'est normal. Donc le courant est... Donc la tension sur la résistance diminue. Oui. Et comme la tension sur la résistance diminue, son intensité diminue aussi. Donc ma belle formule là où je me disais que mon condensateur va être plein au bout d'une constante de temps qui se calcule comme étant R multiplié par C, c'est faux. En fait, voici là, alors je vais le agrandir. Ça, ah merde, trop rapide. Ici, vous l'avez là. Ici, ça, c'est la constante de temps RC. Donc ça, c'est une droite. Ok? Et cette droite, elle est ici. Donc ça, c'est ma tension de la pile. C'est-à-dire que mon condensateur ne peut pas se remplir au-delà de la tension de la pile. C'est pas possible. C'est ma loi des mailles, ça. Mon condensateur, il me dit, je fais 9 volts, ma pile fait 9 volts, donc mon condensateur ne pourra pas être chargé de plus de 9 volts. C'est impossible. Et si quelqu'un me le démontre, il dépose tout de suite un brevet. Il y a du fric à se faire. Bah oui, parce que comment arriver à charger une batterie avec plus d'énergie qu'on en dispose? Voilà. Bon. Donc, ici, mon temps de charge, c'est ici ma droite. Mais on voit bien que ma droite, au fur et à mesure que mon condensateur se charge, l'intensité diminue. Si bien que ici, au bout de cette fameuse constante de temps, RC, ici mon condensateur il n'est pas rempli à 100%, il est rempli à, alors, précisément 63,2%. C'est une super calcul dont je vous passe les détails, vous l'avez dans le cours. Il y a une belle formule mathématique absolument habitable. On s'en fout. Elle a été inventée par un japonais encore? Non, 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 non.
Il y a monsieur Euler qui a trempé dedans. Il y a le fameux nombre E, le 2718, que vous devez, le nombre de Néper, le nombre d'Euler, c'est la même chose. D'où les lobes népériens. Et d'où les lobes Et népériens. les lobes décimaux. Voilà. Parce que là, Et la courbe de charge est proche d'une fonction logarithmique. Je dis proche parce qu'elle passe par le zéro. Voilà. La fonction log ne passe pas par le Voilà. zéro normalement. Ben, elle n'est pas trop loin d'une fonction, mais c'est une fonction eulérienne ou népérienne. Et donc là, on dit, on n'apprend pas 63,2 parce que on se plante à chaque fois, mais on apprend aux 2 tiers. Pourquoi les 2 tiers? C'est que après, à la période de temps suivant, ben, le phénomène se reproduit. Et donc, on va avoir les 2 tiers, enfin le 2 tiers des 2 tiers de la tension. Donc on va avoir 8/9. Voilà, c'est sûr. Il y a les 2 tiers de 2 tiers, oui. On va avoir 8/9. En fait, à chaque fois, il va manquer un petit chouille. Donc, au bout de 1 t, il va manquer 1 tiers. Au bout de 2 constantes de temps, il va manquer 1/9. Au bout de 3 constantes de temps, il va manquer 1/27. Donc, à chaque fois, on multiplie par 3. Et après, le 27e, c'est 1/81e. Et après 1/81e, bah, on n'est quand même pas loin de ce que le condensateur est complètement rempli. Au bout de 4,6 temps, période de temps, le condensateur est rempli à plus de 99%. Et donc on va dire, il est rempli, même si c'est faux. Parce que en fait, il ne sera jamais rempli. Ça, c'est ce que l'on appelle une asymptote, la courbe-là. C'est une asymptote. C'est-à-dire que cette courbe-là, elle se rapproche de plus en plus de cette droite, sans jamais la dépasser. Elles vont se rejoindre à l'infini. Et elles se rejoignent à l'infini. Mais l'infini, c'est C'est l'infini. Avant de l'attraper celui-là. C'est loin, loin. C'est loin, 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 loin. Voilà. Et en tout cas, ça la passe. Elle se confond avec cette. Enfin, la courbe se confond avec la droite à l'infini, mais elle ne la dépasse jamais. C'est la définition de l'asymptote. Donc, on dit que cette courbe est asymptotique. Et si on ajoute un offset, Voilà, complique pas les choses. L'offset, on verra ça plus tard. ah merde alors. Alors, attends. Alors, attends, il y a des questions. Peut-on transposer ce raisonnement du courant alternatif? Alors, attention, on va en parler justement. Parce que ça, c'est du. On est d'accord, c'est une pile, donc on est en courant continu. On va parler du courant alternatif tout à l'heure quand on fera la manip. Et vous allez voir que quand on est en courant alternatif, après tout dépend ce que l'on appelle alternatif. Est-ce que c'est sinusoïdal ou pas? Et c'est là que ça se complique. Alors, on revient à mon PDF. Donc là, c'est la charge en bleu. Et évidemment, on peut bien s'en douter, mais la décharge, ça va marcher de la même manière, à supposer que mon condensateur, il est plein à 100%, mais bon, au bout de, on va dire, de 1000 temps de charge, on peut estimer qu'il est plein. Mais de toute façon, qu'il soit plein à 99% ou à 100%, ça ne va pas changer fondamentalement la courbe. Et donc là, la courbe en bleu, c'est la courbe de charge, et la courbe en rouge, c'est la courbe de décharge. Et vous voyez que c'est exactement la même, si ce n'est que ma courbe rouge, là, en fait, elle se rapproche de plus en plus du zéro, mais elle ne le touche jamais. Ce qui veut dire qu'un condensateur n'est jamais ni complètement vide, ni complètement plein.
complètement plein, c'est pas trop grave, mais complètement vide, ça peut être dangereux. Parce que si vous avez un condensateur qui est chargé avec une tension du style 4000 volts, et bien, même s'il reste 1%, ça fait encore 40 volts, ça peut encore chatouiller. Largement. Donc, faire attention, c'est pas parce que un étage de puissance, par exemple, a été débranché, qu'il n'est plus sous tension, qu'il n'y a plus de tension dedans. Il peut y avoir des composants qui sont encore chargés et qui se déchargent très lentement. Il y a une époque, on mettait un tournevis. Ah bah on mettait un tournevis, voilà, pour faire des courts-circuits, pour être certain de ne pas se prendre... voilà. Alors là, je vous ai mis, pour ceux qui veulent tout savoir, une belle courbe. Donc dans la décharge, les 63,2 deviennent 36,8. Évidemment. Alors pour tous ceux qui veulent savoir plus, là, ceux qui veulent toujours savoir plus, ce 36,8 c'est quoi? C'est 1 divisé par 2,718. Et 2,718 c'est qui? C'est le nombre de l'air. Euler, E-U-L-E-R. Et Monsieur Euler, il a défini son nombre comme étant, alors c'est 1 plus 1 divisé par n puissance n, avec un n qui est très grand, infini. Et donc ça, alors il n'y a pas, on s'en fout, mais ce nombre E, on va le retrouver souvent. C'est des exponentielles. Ouais, mais parce que voilà, dès qu'il y a dès qu'il y a des courbes comme ça d'atténuation avec une courbe asymptotique, systématiquement derrière il y a le nombre E qui commence à se pointer. Et donc ce nombre E, quand on est à 1 sur 2 puissance 2,718 puissance 4,605, et ben ça donne 0,01 précisément. Et au bout de 5t, donc au bout de 5 fois, puisque ça on est au bout de 4,6t, on est à 1% exactement, au bout de 5t, on va être inférieur à 1%, et donc c'est pour ça que l'on a défini comme étant le temps de décharge comme étant 5t, c'est-à-dire 5 fois la valeur de la résistance multipliée par la valeur du condensateur. Ben, on a pris 5t, mais on aurait pu dire au bout de 3t c'est fini, mais au bout de 3t il en reste encore quand même pas mal. Et on aurait pu dire aussi 4,6t. Enfin bon, là c'est peut-être pas non plus très heureux. Autant prendre un nombre entier. Et voilà, on dit au bout de 5t, le condensateur est vidé, ou le condensateur est plein quand on est dans la partie charge du condensateur. Et on a là exactement les mêmes courbes pour la bobine. Mais là, dans la bobine, ce que l'on va mesurer, c'est l'intensité. C'est-à-dire qu'on va commencer à mettre une pile, on va mesurer l'intensité. Au début, la bobine, elle va commencer à générer son champ magnétique, et donc elle va résister au passage du courant, puisqu'il faut qu'elle crée son champ magnétique. Mais une fois que le champ magnétique est créé, la pile, elle peut débiter tout ce qu'elle veut. Et en fait, le courant n'est limité que par la résistance. Et même chose quand je vais arrêter mon courant dans la bobine, eh bien ça va suivre la même courbe que la décharge de mon condensateur, sauf que là c'est pas la tension que je vais avoir, c'est l'intensité. Et la constante de temps, là donc j'utilise la valeur ici de ma bobine, donc le champ magnétique en Weber, phi en Weber,
c'est la valeur de la bobine multipliée par l'intensité. Donc je remplace mon champ magnétique en Weber par la tension multipliée par le temps. Et donc j'en déduis ici la valeur de ma constante de temps, c'est-à-dire L divisé par R. Et vous remarquez que c'est encore l'inverse de la formule pour le condensateur, puisque mon condensateur c'est RC, et là c'est L divisé par R. Et là, on va être interrogé là-dessus. Non, pour ça que je l'ai mis en italique. Mais pour vous dire que ça marche de la même manière. Oui, oui. D'ailleurs, dans alors quelque part il y a une conséquence, puisque quand j'interromps le courant, qu'est-ce que fait la bobine? Elle génère une tension à ses bornes pour essayer de conserver le courant. D'accord? Et notamment, c'est ce qui va être utilisé dans les bobines des véhicules. Hein, les vieux systèmes, hein, c'était la fameuse tête de Delco là, qui coupait le courant, qui faisait que la bobine, il y avait une tension très importante qu'on récupérait et qu'on appliquait à la bougie, qui faisait l'étincelle. Et ce système-là, il existe toujours dans les bobines de relais. Dans les bobines de relais, quand on coupe le courant dans le relais, il y a une tension. Mais cette tension, souvent, elle va foutre le bordel partout. Parce que c'est une tension flash, un petit peu, pas très longue, mais qui risque de perturber tout le système autour de notre émetteur, notre récepteur, etc. Et pour éviter ça, eh bien, on met une diode montée à l'envers qui va faire en sorte que si la tension est importante, ça va la court-circuiter. C'est un problème connu au niveau des montages. Ah oui, oui, c'est un problème. D'ailleurs, enfin, dans tous les montages, quand on voit une bobine d'un relais, systématiquement, dans le coin, il y a une diode montée à l'envers. C'est obligatoire. Ça évite de flinguer Ça évite de tout flinguer. qui la commande. Alors, pour le cas d'une bobine, la forme de l'enroulement influe sur le champ magnétique. L'effet de détendre l'enroulement décharge le fil de l'intensité. Non, en fait, la forme de la bobine, ça va juste changer sa valeur parce que le champ magnétique n'est pas enserré de la même manière. Donc, ça va changer la valeur de la bobine, mais c'est tout. Mais en tout cas, alors évidemment, par réaction, ça va avoir une conséquence sur l'intensité, mais c'est pas directement lié. Le fait de changer la valeur de la bobine, ça change la valeur de la bobine, et donc ça change ici la constante de temps, c'est tout. C'est ce qu'on appelle les rebonds, les effets rebonds. Ouais, c'est les effets rebonds, ouais. Bon, on a été un peu au-delà de ce qui est demandé à l'examen, mais voilà, c'est pour que vous sachiez de quoi on parle. Et donc les bobines de relais, ce sont des bobines, comme voilà. Il y a à l'intérieur, il y a un petit noyau magnétique qui permet de faire coller un objet généralement en acier qui colle lorsqu'il y a un champ magnétique. Alors, petite question, la plupart des questions, je dirais même toutes les questions, portent sur la charge ou la décharge d'un condensateur. Et la plupart du temps, d'ailleurs, c'est la décharge. Un condensateur de 5 microfarad se vide par l'intermédiaire d'une résistance de 8 kΩ. En combien de temps le condensateur se videra-t-il? Alors, autre question, là je me suis mal exprimé. Le fait
de démonter l'enroulement annule l'intensité. Alors je ne sais pas ce que veut dire démonter l'enroulement. Si on démonte la bobine, effectivement, il n'y a plus de champ magnétique. Donc je ne sais pas si c'est bien ça la question. Alors, c'est pas démonter, c'est débrancher ou déconnecter. Le fait de démonter l'enroulement. Je ne vois pas comment on démonte un enroulement. Enfin, On le sort de son montage alors. On le sort du montage, mais du coup, c'est plus une bobine. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ah, ce qui fait la bobine, c'est justement les enroulements. Donc on revient là sur mon PDF. Donc le condensateur sera vide au bout de 5T, on l'a déjà dit. Comment se calcule T? C'est R multiplié par C. Donc 100 micros multiplié par 8 kOhm. Alors vous pouvez utiliser la calculette, c'est même préférable. Ça va vous donner 0,8. Alors passer d'une bobine pour se retrouver avec un fil. Ah ok, dans ce cas-là, effectivement, ouais, on en a parlé la semaine dernière, mais peut-être pas suffisamment. Une bobine, c'est soit l'effet d'induction, ça peut être soit une bobine, donc des enroulements, ou un fil rectiligne, et dans ce cas-là, le champ magnétique, il est autour du fil. Donc dans le cas de la bobine, on raisonne en ampères par tour, et dans le cadre d'un fil rectiligne, on parle d'ampères par mètre. Voilà. Mais les deux sont en fait la même chose, si ce n'est qu'une bobine rectiligne a une valeur beaucoup plus faible qu'une bobine avec des spires. Mais sinon, ça marche exactement, on a exactement la même chose. La seule différence, c'est la valeur de la bobine et donc la fréquence à laquelle on va... et sans noyau, on est bien d'accord, il n'y a pas besoin de noyau. Les bobines que je vous avais montrées la semaine dernière, ce qu'on appelle des strip lines, c'est du... il n'y a pas de noyau. En fait, elles fonctionnent, là en l'occurrence, c'était des bobines UHF. Mais aussi, ça, on peut en trouver encore plus haut en fréquence. C'est juste un fil. En l'occurrence, c'était un fil sur le circuit imprimé. Donc, ma constante de temps ici, c'est 0,8. 0,8 secondes ou 800 millisecondes. Alors je peux aussi, je vous ai pas, je voulais pas indiquer, moi j'ai pas insisté dessus, il y a une formule simplifiée qui simplifie pas vraiment le tout, mais enfin bon, puisqu'il faut se souvenir que le temps est en millisecondes, la résistance en kilo-ohm et la valeur du condensateur en microfarad, ce qui n'est pas toujours le cas. Là ici c'est le cas, mais c'est pas toujours vrai. Donc là ça me fait 8 kilo-ohm multiplié par 100 picofarad et ça me donne donc 800 millisecondes. Et évidemment ce temps ici, cette constante de temps, ce qu'on appelle la constante de temps, on la multiplie par 5 puisque c'est au bout de 5T qu'on observe qu'il y a moins de 1% de sa tension d'origine, puisque au bout de 1T, il restera encore un tiers. Et c'est pas, voilà, on est largement au-dessus des 1%. Donc là, 5 fois 8 égale 400, enfin 4000, ce qui fait donc 4000 millisecondes ou 4 secondes. On en arrive à notre l'explication de la soirée, le sujet de la soirée, donc l'impédance des bobines et des condensateurs non parfaits. Donc première chose, une bobine et un condensateur, ce n'est jamais parfait. Pourquoi? C'est qu'il y a toujours, notamment ici pour les bobines, la résistance du fil. La résistance du fil, alors là ici je vous l'ai mis en pointillé parce que c'est une résistance parasite.
évidemment. Alors, ce n'est pas juste le fait de mesurer cette bobine, cette résistance avec un ohmmètre, puisque là on est en courant continu, mais il faut bien voir que quand on parle d'impédance, derrière, il y a une notion aussi de fréquence. Et on avait vu, quand on avait parlé de la résistance et de la résistivité, on avait parlé de ce fameux effet de peau qui nous enquiquine Haute fréquence. voilà, tout le temps. Qu'est-ce que c'est que l'effet de peau? C'est le fait que le courant dans un conducteur ne circule qu'à la surface du conducteur. Et c'est d'autant plus vrai que plus on monte en fréquence. Donc plus on monte en fréquence, plus l'effet de peau est important. Donc plus on monte en fréquence, plus ici l'impédance augmente, puisque l'impédance de la bobine, c'est la valeur de la fréquence multipliée par 2π multipliée par la valeur de la bobine. Si j'augmente la fréquence, j'augmente l'impédance. Mais j'augmente aussi ma résistance parasite. Et c'est ma résistance, alors mon impédance augmente quand même plus vite que ma résistance parasite. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est proportionnelle, l'autre c'est la racine carrée. Donc c'est un peu moins, ça monte un peu moins vite. Mais voilà, c'est quand même gênant. Donc ça, c'est pour ma bobine. Pour mon condensateur, alors même si c'est pas exactement la même chose, dans mon condensateur, notamment dans les condensateurs variables, il y a les histoires des frotteurs, puisque dans mon condensateur variable, j'ai une partie mobile, une partie fixe, qui celle-là, voilà, c'est fixe, donc ça marche bien, c'est facile, il ne devrait pas y avoir de problème, mais j'ai la partie mobile aussi. Et cette partie mobile, elle est ramenée à la carcasse, finalement, par un frotteur. Et c'est ce frotteur, si il commence un petit peu à vieillir, qu'il est un petit peu oxydé, où on va voir que cette résistance-là, elle va commencer à être un peu problématique. Et donc on va se retrouver avec le même problème ici, avec le condensateur. Alors, c'est essentiellement sur la bobine, on est bien d'accord que le problème va se situer, mais on va aussi l'avoir sur le condensateur. Et donc, la valeur de la réactance, de l'impédance que j'avais calculée la semaine dernière, ça se complique. Et ça se complique d'autant plus que je ne peux pas additionner comme je pourrais l'additionner avec des résistances ici en série. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que j'ai un problème, c'est qu'on avait dit que ma bobine, elle déphasait le courant. C'est-à-dire, lorsque on le verra, on l'avait déjà vu la semaine dernière, on va le voir là dans la manip, l'intensité, elle est toujours la même. Par contre, la tension, elle va être dans la bobine, elle va être en avance, donc on va la voir plus tôt, et dans mon condensateur, la tension, elle va être en retard, donc on va la voir après. Et donc je ne peux pas additionner résistance et réactance. Donc j'ai deux vecteurs. Alors c'est mes fameux vecteurs de Fresnel. Alors Fresnel, voilà monsieur Fresnel que je vous ai mis là. Alors lui, il n'a pas directement travaillé sur l'électricité, 1818, donc on connaissait à peine l'intensité, donc il n'a pas travaillé dessus. Mais par contre, il a travaillé sur quelque chose qui est sensiblement équivalent, qui est la diffraction de la lumière. La diffraction de la lumière, il faut raisonner aussi sous forme de vecteur. Et donc il a mis en place ce raisonnement sous forme de vecteur avec la diffraction de la lumière. La lentille de Fresnel. La lentille de Fresnel dans les phares. La fameuse lentille de Fresnel
puisque c'est lui qui a mis en place tout le système de phares sur les côtes françaises. À partir de 1820, par là, on construisait des phares partout. Et on foutait des lentilles de Fresnel dedans. Donc voilà. Et donc on a ces deux résistances, enfin c'est la résistance plus la réactance, où là on fait une somme vectorielle. Donc là mes longueurs là, ça correspond à des valeurs en ohms, mais c'est-à-dire que là on va dire que c'est 2 fois plus grand, enfin que R est 2 fois plus grand que l'impédance, que la réactance, pardon, hein, à peu près. Et la somme vectorielle, c'est je mets bout à bout mes deux vecteurs, qui me donne donc le troisième vecteur ici, qui est le vecteur de l'impédance. Et c'est ce vecteur d'impédance là qui va me permettre de calculer, enfin de revenir à ma loi d'Ohm. C'est parce que finalement, c'est ça qui m'intéresse. C'est pouvoir retrouver ma loi d'Ohm et pouvoir l'utiliser encore. Et dans ce cas-là, la loi d'Ohm, elle me dit que Z est égal à U divisé par I. Et dans ce cas-là, U et I ne sont plus en phase, mais ils sont déphasés. Et ils sont déphasés de combien? Eh bien de l'angle ici que forme le vecteur OZ par rapport au vecteur OR. Donc là, on va dire, allez, à vue de nez, 30 degrés. D'accord? C'est pas trivial. Hein. C'est pas trivial, mais c'est vachement important. Ah bah oui. Parce que ça, c'est... Enfin, on va voir dans la représentation, dans la vraie vie, ça c'est une des représentations mathématiques. Parce que représenter mathématiquement un déphasage, le voir sur un oscillo, facile, mais après le transposer et expliquer la manière dont il marche, bah, c'est un peu plus compliqué, on est obligé de passer par des représentations mathématiques comme ça. Et donc c'est la même chose pour le condensateur, sauf que le condensateur, lui, il va déphaser en retard. Donc on va avoir la sinusoïde en retard par rapport à la sinusoïde que l'on met en entrée, qui est l'intensité. Donc ce déphasage, on peut le donner soit en degrés, soit en fraction de pi. Donc là, je dirais que c'est du pi sur 6, on va dire, si c'est 30 degrés. Et puis, je donne aussi le sens. C'est-à-dire que là, je dis, bah là, je suis déphasé. Donc je pourrais expliquer, enfin on va le voir tout à l'heure, expliquer que je suis ici, que j'ai un déphasage négatif, que je suis du coup ici en retard. Alors pour aller jusqu'au bout, parce qu'on aime bien aller jusqu'au bout, ici donc je vous ai parlé tout à l'heure de ma bobine non parfaite, avec ce R parasite en série, mais aussi j'ai un condensateur parasite aussi en série. Ce condensateur parasite, c'est quoi? Eh bien, c'est l'effet condensateur qu'on a entre chaque spire. Entre chaque spire de ma bobine, j'ai finalement des petits condensateurs qui sont tous en série les uns avec les autres. Des petits. Mais ces petits condensateurs, notamment lorsque je monte très haut en fréquence, eh bien, ça va commencer à avoir un effet non négligeable. Et donc là, j'ai fait ma représentation de ma bobine non parfaite, comme étant ici, donc ça c'est la valeur de la réactance de ma bobine. Là tout va bien. C'est normalement le vecteur le plus long, ou alors sinon il y a vraiment des problèmes, puisque c'est une bobine, donc ça serait bien que ce soit le maximum. Ensuite, ça c'est le vecteur de ma résistance, et puis le vecteur de mon condensateur qui va dans l'autre sens.
Ce qui veut dire que lorsque j'additionne mes vecteurs comment? En les mettant bout à bout. Donc ma somme vectorielle, hein, je prends, là par exemple j'ai commencé par le C, je mets le R au bout, je mets le L au bout, ça me donne ici cette impédance, avec ici l'angle de déphasage, et ici cette longueur-là qui est l'impédance avec laquelle je vais pouvoir calculer ma loi d'Ohm. Donc au final, j'ai une réactance positive plus faible qu'au départ, puisque elle est annulée partiellement par mon condensateur. Et puis ici, j'ai mon vecteur de résistance. Donc voilà. Et si je veux être précis dans l'explication de la valeur de mon impédance, soit je peux dire c'est une impédance là qui fait 50 ohms, ou je peux dire plus précisément c'est une résistance qui fait 45 ohms et une réactance positive, donc je mets un plus pour lui dire j'additionne et je rajoute un J derrière, ça c'est pour les mathématiciens, ils aiment bien rajouter le J pour montrer que les deux ici, parce que évidemment les valeurs ici je vais les donner en ohms, je ne vais pas laisser R plus JX, je vais donner deux valeurs en ohms et du coup je sais si j'écris plus ou moins, je ne vais pas savoir trop ce que ça veut dire. Donc je rajoute devant le J pour lui dire attention, ça ne s'additionne pas. Ça ne s'additionne pas. On passe dans la représentation des nombres complexes. Voilà, on repasse sur les nombres complexes. Exactement. L'utilisation du nombre imaginaire. Voilà. Mais les nombres imaginaires et les nombres complexes, on n'en parle pas. Si ça vous intéresse, vous cherchez dans les littératures, il y a plein de textes là-dessus, mais il faut avoir un bagage mathématique adéquat, hein, sinon on est... C'est-à-dire les nombres complexes sont censés faciliter un certain nombre de calculs. C'est vrai. La notion est pas simple. Oui. Mais nous, en fait, on observe. On ne fait pas des calculs. Oui. On observe, donc on n'a pas à connaître la manière dont ça fonctionne. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ces déphasages. Tout ça n'est pas trivial. Tout ça n'est pas très trivial, mais par contre tous ces problèmes-là vont nous enquiquiner. C'est pas si intuitif que ça. Ah, pas du tout. Mais c'est pour ça que ça n'a pas été découvert tout de suite. Hein. Parce qu'au départ, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi ça marche pas? Ce que j'ai, comme moi tout à l'heure, que je dis mais pourquoi mon système il marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Donc là, je vous ai mis ça, c'est si vous voulez vous amuser. Heureusement, il n'y a pas de questions comme ça à l'examen, sinon vous partiriez en courant. Donc une bobine de 6 micro-Henry est parcourue par un courant de 1,06 MHz, super précis. Une résistance pure de la résistance pure de la bobine est de 69 ohms. Donc là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ma bobine, elle fait 6 micro-Henry, et là, ma résistance, elle fait 69 ohms. C'est pas complètement déconnant, hein. Je vous rassure, c'est pas complètement déconnant d'avoir un 1 méga, enfin pour une bobine de 6 micro-Henry à 1 méga, d'avoir 69 ohms. C'est pas complètement déconnant. Quelle est l'impédance de la bobine et quel est le déphasage du circuit? Donc l'impédance de la bobine, on va commencer par calculer sa réactance. Donc la réactance est 2pi FL, donc 2pi 628, F 1,6 10 puissance 6 et L 6 multiplié par 10 puissance moins 6. Donc ça me fait en tout 628 multiplié par 6 fois 1,06 soit 6,36 et là ça me fait 40 ohms. Pour ça que j'avais pris cette valeur de 1,06 MHz, ça me donnait une valeur ronde ici de 40 ohms.
l'impédance maintenant, l'impédance, donc ça me fait 69 ohms, ici 40 ohms, et vous remarquez que j'ai mis plus J40 pour bien montrer que mes deux ils s'additionnent pas. Et donc, quelle est la valeur ici de mon impédance? Alors je rappelle ici, ça c'est le théorème de Pythagore, c'est-à-dire que la valeur ici, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés, je ne sais plus comment, des côtés opposés, des côtés adjacents ou opposés, je ne sais plus. Enfin bon, en tout cas, c'est les deux côtés de l'angle. C'est les deux côtés, voilà. L'addition du carré des deux côtés, là, me donne le carré de cette longueur-là. Autrement dit, je prends la racine carrée, pour calculer ici cette longueur, c'est la racine carrée de cette partie-là au carré plus cette partie-là au carré. Donc ça me fait la racine carrée de 69 au carré plus 40 au carré. Et quand je fais cette belle opération, ça donne à peu près 80. Donc ici, j'ai à peu près 80. Et si j'ai, alors ça c'est un des triangles, enfin un des angles assez connu, si ici j'ai 40 et ici 80, donc j'ai un rapport ici de 2 par rapport à 1, et bien c'est que j'ai un angle de 30 degrés. Mais je peux m'amuser à le calculer si je veux. Donc l'arc tangente, l'arc tangente c'est sur la calculette pour calculer l'angle. L'arc tangente c'est quoi? C'est la valeur ici de ce rapport divisé par l'hypoténuse, donc mes 80. Donc la valeur de l'impédance divisée par, non, la valeur de la réactance divisée par la valeur de l'impédance. Et ça me donne donc l'arc tangente, donc l'inverse de la tangente, et ça me donne donc 30 degrés. Bon, ça, on peut le faire à la calculette si ça vous intéresse. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, en rouge, j'ai mon signal de référence, c'est-à-dire l'intensité qui passe dans ma bobine, et la tension aux bornes de ma bobine, ça va être le trait bleu en pointillé ici, qui va décaler en avance. Ici, il a lieu avant. Mon 30 degrés, il est là. Donc il a lieu avant. Ici, je suis à 0 degré. Ici, à 30 degrés. Donc il est déjà à ce moment, à ce niveau-là, ma tension est déjà à ce niveau-là, alors que mon intensité, elle est à 0. Mais ça, encore une fois, ce n'est que dans le cadre d'un courant sinusoïdal. Si je ne suis pas sinusoïdal, ça va plus marcher. Donc c'est vraiment ce déphasage, ce n'est vraiment vrai que si et seulement si c'est sinusoïdal. Donc là, je suis en avance, et dans l'autre cas, ici, mon pointillé vert, là, je suis en retard. Et en l'occurrence, là, je suis en retard de 90 degrés, comme si j'avais un condensateur parfait, qui n'existe pas. Et même chose pour le condensateur, ma valeur de référence, c'est toujours l'intensité. C'est toujours l'intensité, la référence, et je mesure, je regarde, j'observe la tension aux bornes de mon composant. Dans le cas de mon condensateur, je suis en retard. Dans le cas de ma bobine, je suis en avance. Et le déphasage est raccourci. Enfin, plus la valeur de la résistance parasite est importante, plus l'avance diminue. Donc il résulte de ce problème de composants non parfaits des déphasages inférieurs à 90 degrés. C'est-à-dire 90 degrés, on ne l'atteint jamais. Puisque
puisqu'on n'a aucun composant qui est parfait. Et donc c'est ce qu'on va voir dans la manip là tout à l'heure. La référence est toujours l'intensité. Voilà. Et juste un truc, le calcul de Z, ça me permet de calculer l'impédance. Donc de faire appliquer la loi d'Ohm. Donc je dis dans ce cas-là, la loi d'Ohm égale, enfin U égale à Z fois I. Mais il y a aussi l'autre loi, la loi de Joule. Et là, dans la loi de Joule, il n'y a pas Z là-dedans, tout au moins c'est dans une des formules dérivées. Et c'est ça qui me pose problème. Parce que mon déphasage fait que en fait ça chauffe, puisque j'ai dit que la semaine dernière, ma bobine et mon condensateur ne chauffaient pas, ne consommaient pas d'énergie. Donc ça marche pour la loi d'Ohm, mais pas pour la loi de Joule. Alors, plus exactement, la loi de Joule va marcher, mais il faut que je rajoute ce qu'on appelle le cosinus phi, c'est-à-dire le déphasage sous forme de cosinus. Alors, je rappelle, le sinus, c'est l'angle ici. Le sinus, c'est l'angle ici. Le cosinus, c'est l'angle ici. Dans l'autre sens. Donc ici, si mon sinus est 30 degrés, mon cosinus ici, c'est 60 degrés. D'accord? Et l'idée, là, c'est de dire, eh bien, mon déphasage va rabaisser la puissance dissipée, puisque mon déphasage, c'est ma résistance qui va chauffer finalement. C'est le fait que je rajoute une résistance parasite qui va faire chauffer mon système. C'était l'histoire du cosinus phi dans les alimentations oui. 50 du courant. Oui. Qu'on mettait des machines outils. Parce que derrière, c'est-à-dire que le problème, c'est que les compteurs, un compteur, ça ne mesure que de l'intensité. Donc si tu rajoutes un déphasage dans ta tension-intensité, tu gruges finalement Monsieur EDF. Et en plus, tu fous le bordel dans son système. Donc en plus, Monsieur EDF, il n'est pas content parce que tu as rajouté du déphasage dans son système d'alimentation. C'est prévu pour un mode de consommation moyen, en fait. Alors, par contre, les industriels, eux, ils sont taxés. Hein. Toi, en tant que particulier, on va pas trop t'emmerder. Mais en tant qu'industriel, si tu as des gros moteurs... Oui, parce qu'on considère que c'est en gros une machine à laver la vaisselle et une machine à laver le linge. Ouais. Et puis... voilà, c'est tout, oui. T'as un truc moyen. Voilà. Mais quand tu as des usines avec des gros moteurs... Ou les systèmes d'éclairage. Les systèmes d'éclairage. Ou les fluos, là. Et avec les fluos, ça te fout des déphasages pas possibles. Ouais. Moi, j'ai bossé pendant très longtemps dans une usine, je dis toujours, ma consommation d'électricité, la moitié de ma consommation d'électricité de l'usine, c'était le cosinus phi. Enfin, la consommation, dire la facture d'électricité, la moitié de la facture d'électricité qui était pas mal, c'était des millions de francs à l'époque, c'était le cosinus phi. Parce qu'on avait plein de moteurs, c'était des presses. Donc il y avait des moteurs là-dessus. Et on avait beau faire en sorte de mettre les moteurs d'une certaine manière pour essayer de compenser, ça ne marchait pas. Et finalement, à la fin, on a acheté un condensateur. Un farad. Et devine, on a construit un bâtiment pour le mettre dedans. Et il faisait vraiment un farad? Ah oui. Putain de bestiaux que ça devait être. Ah oui, il est venu avec, tu sais,
sur un gros camion. Non, il y en avait 3 d'ailleurs. Enfin, Sur une il y en chaîne. avait 3 qui. Ouais, un par phase. Ouais, c'est ça, ouais, un par phase. Et on a construit un bâtiment pour foutre le condensateur dedans. Et avec ça, on a gagné, on a investi finalement, et bon, il y a eu un retour sur le retour sur investissement, c'était grosso modo 1 an et demi. Donc bon, c'est Non, pas c'est trop mauvais. rapide. Enfin bon, tu achètes un gros condensateur et tu construis un bâtiment pour diviser par 2 ta facture d'électricité. Ouais. Ouais, Donc, sur des années, ça C'est- se récupère. Ça se récupère, voilà. Mais donc, pour revenir à cette histoire-là, donc la puissance, c'est la tension multipliée par l'intensité, mais comme elles sont déphasées, ça ne veut plus rien dire. Donc en fait, il faut que je multiplie par ce fameux cosinus phi. Et dans le cas de ma bobine ou de mon condensateur parfait, dans ce cas-là, mon cosinus phi c'est 90 degrés, enfin plus ou moins 90 degrés. Et comme cosinus phi et comme cosinus de 90 degrés c'est 0, et bien ça veut dire que ma bobine ou mon condensateur ne consomme rien. Et je reviens bien à ce que j'avais dit la semaine dernière, que ma bobine et mon condensateur ne consomment rien s'ils sont parfaits. En fait, ce que fait une bobine ou un condensateur, ça emmagasine l'énergie et ça le restitue. Donc c'est le condensateur, ça emmagasine l'électricité, ça restitue. Et la bobine, ça emmagasine un champ magnétique et ça le restitue à l'identique. Quand c'est du triphasé, on rajoute racine de 3. Et non. Ouais, on n'est pas, attends, on fait pas du triphasé là. Ah non, mais c'est les formules Ouais, qui reviennent, qui me reviennent. qui reviennent à la surface. Et puis enfin, on peut s'amuser. Alors, il n'y a pas de question à l'examen, mais voilà, il y a un coefficient de qualité qu'on appelle Q, comme tous les coefficients de qualité. Alors, ce fameux Q, c'est un peu bizarre parce que du coup, c'est pas le Q de la quantité d'électricité, hein. C'est encore autre chose. Donc, ce facteur Q, c'est finalement c'est l'impédance divisée par la résistance. Donc quand on regarde, donc impédance divisée par la résistance, c'est ce rapport-là. Et ce rapport-là, c'est égal à 1 sur cosinus phi. Revoilà le cosinus phi. Donc c'est le déphasage à la fréquence. Et donc ce facteur Q, c'est le rapport entre l'énergie totale, Z, divisé par l'énergie dissipée. Voilà. Et plus, évidemment, plus c'est important, enfin plus R est faible, plus le facteur Q est important. Alors évidemment, Q dépend de la fréquence, puisque derrière Z va dépendre de la fréquence. Mais comme R dépend aussi de la fréquence, effet de Paul. Donc finalement, on va avoir un Q ici qui va dépendre finalement de la fréquence. C'est-à-dire qu'on va avoir un facteur Q pour une fréquence. Ça, c'est quand on veut vraiment, enfin quand vous achetez des bobines, notamment pour les très hautes fréquences, des bobines ou des condensateurs, pour de la qualité professionnelle, en plus de la valeur du composant, on vous donne le facteur Q, enfin une sorte de DABAC de facteur Q avec les différentes fréquences de fonctionnement. Mais ça, c'est si... et c'est du matériel, enfin c'est plutôt du matériel professionnel, hein, c'est pas le matériel bas de gamme qu'on a habituellement, parce qu'évidemment chaque composant est testé. Donc si c'est testé unitairement, ça coûte un petit peu plus cher. Pour terminer, ça je vous ai montré ici, on revient un petit peu sur les résistances qu'on avait déjà évoquées. Je vais vous remettre un petit coup de zoom. Vous vous souvenez ces fameuses résistances là,
les résistances assez classiques, Je métal. voilà, à couche métal. Donc ça c'est mon barreau de céramique, de je sais pas trop ce que c'est comme truc. Dessus on met une peinture avec un peu de graphite dedans. Et le constructeur il fait une spire ici pour arriver à la valeur de la résistance. Bien entendu, comme c'est une spirale ici, bah, vous sentez bien derrière arriver la bobine. Donc ça c'est une jolie bobine. Absolument. Plus on monte en fréquence, plus c'est une bobine. Plus ça va être. Oui. Ici, là, vous avez les embouts sur lesquels sont soudés les fils ici, et puis qui sont emmanchés finalement ici sur le truc. Ces deux embouts là, c'est deux jolis condensateurs. D'accord? Donc, moralité, cette superbe résistance, enfin, tout au moins ce qu'on vous a vendu comme une résistance, c'est surtout, quand on monte en fréquence, quand on monte très haut en fréquence, une bobine Elle montre tous ses défauts. et un condensateur, série. On verra tout à l'heure, enfin, une autre fois que bobine plus condensateur série égale filtre. Et donc, bah, on est bien embêté avec ces composants-là. Heureusement, il y a des gens un peu plus sioux que les autres qui ont remarqué que bah, c'est de fait de la constitution, en fait, de la manière dont c'est construit, en fait, que les résistances de faible valeur jusqu'au grosso modo 100 ohms ont un comportement plutôt inductif, donc c'est plutôt des bobines, Oui, parce que la capa est assez faible. Au-dessus de 300 ohms, c'est plutôt un effet capacitif. Voilà, ça c'est juste la constatation sur un nombre de résistances assez important. Voilà. Et donc on peut se dire que entre 100 et 300 ohms, donc vers 150, 200, eh ben les effets s'annulent. Les effets s'annulent, et donc du coup, bah, on a des vraies résistances de 150 et 200 ohms. Puisque, qu'est-ce qui va se passer? Je reviens en arrière. Ici, si j'ai ma bobine et mon condensateur ici, qui ont la même valeur, je prends mes vecteurs de Fresnel, je les additionne, pof, ça se neutralise, il ne reste ici que ma résistance. C'est exactement ce que je voulais faire. D'accord? Donc pour ces composants-là, ce que je vais faire, bah, enfin tout au moins quand je vais avoir des constructions à quelques gigahertz, et ben je vais utiliser plutôt des résistances qui font 150 ou 200 ohms. Quitte à, si j'ai besoin d'une résistance de 1000 ohms, et ben je prends 5 résistances de 200 ohms, je les mets bout à bout et ça me fait 1000 ohms. Et je suis beaucoup plus certain d'avoir 1000 ohms à quelques gigahertz que de mettre une résistance de 1000 ohms qui, je suis certain, ne fera pas 1000 ohms à plusieurs gigahertz. Voilà le phénomène. Et concrètement, ça se fait vraiment comme ça. Ah oui, parce que... On fout 5 résistances. Bah oui, c'est pour ça qu'on se dit, mais pourquoi le mec il a foutu tant de résistance dans son montage? Est-ce qu'il avait pas... Enfin, est-ce qu'il a fait des fonds de tiroir ou je sais pas quoi, toi? C'était ça. Et en fait, c'est ça. D'avoir une vraie résistance. Alors, après, on peut aussi investir et mettre des résistances de qualité qui montent en fréquence. Ça existe aussi. Les résistances carbone. Les résistances carbone. Mais elles coûtent cher. Hein. Donc, bon. Et quand on veut pas mettre trop cher, eh ben, on bricole. Alors, c'est pas certain que ce soit le meilleur bricolage, mais enfin, bon, voilà. Ça explique des fois des montages un peu bizarres. On se dit, mais pourquoi tant de résistance? Petit vocabulaire pour terminer. Alors, c'est pas dans le cours,
qu'il n'y a pas de raison de le mettre dans le cours. Il n'y a pas de question à l'examen, mais voilà, c'est si vous entendez parler de trucs comme ça. Donc on rappelle, la conductance, on en a déjà parlé, c'est l'inverse de la résistance. Donc quand on applique ma loi d'Ohm, donc puisque G, la conductance, c'est 1 sur R, ma loi d'Ohm, elle devient I est égal à U multiplié par G. Au lieu de dire U égale RI, et bien là je dis que I est égal à U multiplié par G. Ça revient au même, hein, puisque G est égal à 1 sur R. La susceptance, c'est la réciproque de la réactance. Donc là, pour ma bobine, par exemple, ma susceptance, c'est 1 divisé par oméga L. Et pour mon condensateur, c'est oméga C. C'est la réciproque. Et donc, cette susceptance, évidemment, elle se mesure en Siemens. Le Siemens qui est l'unité de mesure de la conductance. Et l'admittance, eh bien, c'est la réciproque de l'impédance. Et donc quand on fait la représentation schématique de ça, ici vous avez le raisonnement classique qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire réactance-impédance. Et ici vous avez le raisonnement, le même raisonnement, mais avec susceptance et admittance. Bon, c'est tordu, hein. C'est tordu, mais voilà, tous ceux qui sont en école d'électronique et tout ça, pour eux c'est de la gymnastique intellectuelle, voilà. Nous, ça nous sert à rien. Mais voilà, ça existe. Donc tout est inversé. Et donc par exemple pour l'admittance, si on dit que Z est égal à R plus JX, alors Y, donc l'admittance, c'est égal à G moins JB, c'est-à-dire je change de sens et je mets, ça devient de la susceptance. C'est tordu, hein. Si vous n'avez pas compris, ne cherchez pas, c'est pour que vous ayez bien en tête, si vous entendez parler de conductance, susceptance ou admittance, voilà, savoir de quoi on parle. De l'inverse de quelque chose qu'on a déjà vu. Voilà. Et que la personne que vous avez en face de vous, c'est un tordu ou un très bon mathématicien. Alors petit d'abord, on va faire l'animation sur mon fameux site que j'aime tant, c'est-à-dire les figures animées pour la physique. Donc je clique dessus, j'espère que ça va bien se passer, parce que la dernière fois il m'avait posé une question à la con. Je me mets sur Firefox. Alors qu'est-ce qu'il veut là maintenant? Pourquoi il... Ah, voilà, c'est bon. Donc voilà mon superbe site qui me permet de faire plein de manips. Ce que je vais faire là ce soir, ma manip, alors on va commencer par la kappa. Donc je mets une kappa de 2 kHz. Ici 2 kOhm, pardon. Ah ouais. Ici un trait. Ici, là il faut remplir en fait tous les trous là. Et là je commence par une kappa. Et là ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver la valeur de la fréquence pour laquelle j'ai l'impédance de mon condensateur, ici donc 0,50 microfarad, est égal à 2 kOhm. Mais de le faire à partir ici de ma représentation. Donc là je fais varier ma fréquence.
et je peux donc faire varier ici la valeur de mon impédance. Ici donc bleu, c'est ici mon générateur, et rouge, je suis en sortie ici. Et vous voyez que je suis déphasé. Voilà, j'ai mon déphasage. Alors je vais essayer de trouver. Alors comment je vais y arriver? Ouais, j'aurais dû commencer par ça. Je vais revenir sur mon PDF. Comment je vais y arriver? Mon PDF, il est où? Comment je vais y arriver? Eh bien, donc mon générateur, c'est ma tension du générateur. Pour que la valeur de ma bobine ou du condensateur, hein, c'est dans l'autre, enfin ça serait vers le bas, mais ça marcherait pareil, soit égale à ma résistance, donc mes deux ici vecteurs sont strictement équivalents, eh bien il faut ici que la tension sur ma bobine ou mon condensateur soit égale à la tension du générateur multipliée par 0,707. Donc ici, je reviens sur mon PDF, sur mon sur Firefox, voilà. Donc ici, il faut que je trouve la valeur. Donc si j'ai 5 volts, je multiplie par 0,707, ça me donne 3,5 volts. Voilà, 3,53. Et donc là, il faut que je trouve 3,53. Ça me semble pas trop mal là. Puisque ici, j'ai 5 volts, donc ici 4, ici 3. Et là, je suis pas trop loin de mes 3,5 volts. Ok. Ma fréquence, elle est ici de 0,16 kHz. Donc, j'ai ma valeur de ma bobine, de mon condensateur, la fréquence. Je peux trouver maintenant la valeur de l'impédance de mon condensateur à cette fréquence. Et l'impédance, c'est quoi? C'est 1 divisé par donc 160 Hz multiplié par 0,5 microfarad. Petite calculette. Ma calculette. On fait marcher la calculette maintenant. Alors, si ça veut dire marcher, à force de faire souffrir ici ma webcam. Alors, est-ce qu'elle est bonne? Yes. Alors, donc 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 160 Hz multiplié par 628, je n'ai pas fait dans l'ordre mais c'est pas grave, multiplié par la valeur de mon condensateur, 0,5 multiplié par 10 puissance moins 6, exé, alors je ferme ma parenthèse sinon elle va râler, exé 1,99 10 puissance 3, 2 kilo ohm. Donc j'ai bien réussi mon coup. Ça marche. Et vous voyez que ici, mon condensateur, il est bien en retard. Il est après. Enfin, ma courbe là, elle a lieu après. La rouge, elle est après la bleue. D'accord? Maintenant, je fais la même chose avec ma bobine. Ouf. Évidemment, ça ne va pas me donner les mêmes valeurs. Et là, pour que je revienne ici à mes 3 volts 5, bah, il faut remonter. Ouais, je dois pas être trop loin là. Là, je suis à 660 Hz, 0,66 kHz. C'est bah, peut-être un peu trop là. Voilà.
Bon. Voilà. Là, je suis bon. Donc, je suis à 640 Hz. Et là, je vais pour avoir ici mes 3 volts 5. Mes 3 volts 53 comme pour tout à l'heure. Je fais. Ah ouais, alors là, je ne suis pas passé par la case. J'ai oublié de passer par la case représentation. Donc voilà, je vous ai remis les 353 sont là. Je vous ai pas fait bouger, mais ça revient au même. Voilà. Alors c'était 640, j'avais vu, voilà, 640. Et maintenant je reviens à la webcam pour vous montrer l'opération que je fais. Donc 6.28 multiplié par la fréquence 640 multiplié par la valeur de la bobine 0.5 Henry, 0,5 Henry, exé, et ça me donne encore 2,0096 10 puissance 3. Donc c'est bien mes 2000 kilo-ohms que j'ai indiqué sur ma résistance. J'ai la possibilité, si je veux, de regarder ici une représentation en fonction de la fréquence. Donc là, je passe dans un autre mode où là, j'ai indiqué la tension par rapport à la fréquence, ici étant la fréquence maximum, et ici le déphasage. Et donc le déphasage est à 45 degrés ici, quand je suis à 1, 2, 3, 4, 5000 radians par seconde. On va vérifier que mes 640 Hz, alors est-ce que c'est ça? Non, ça va être dans ce coin-là plutôt. Parce que j'avais en tête 4000 radians par seconde. 1, 2, 3, 4, ouais. C'est plutôt dans ce coin-là où je suis ici à 45 degrés. Parce que si je fais Full HD 640 multiplié par 6.28, donc ma pulsation, c'est bien ça, c'est 4000, donc mes 4000 radians par seconde. Encore une fois, ça c'est pour vous montrer que quand on est en plutôt scientifique, on présente la fréquence non pas en Hertz, mais en radians par seconde. En radians par seconde, en pulsation. Ou 2 fois pi fois f. Ou 6,28 multiplié par la fréquence. Donc voilà, c'est un joli petit site, ça, qui permet de faire plein de simulations très intéressantes. Et donc ça, c'est la partie, la première partie. Attends, je reviens là-dessus. Donc ça, c'est pour vous les différentes valeurs là, de ma pulsation là, que j'ai calculées. Et on va voir la pratique avec alors c'est pas exactement le même montage, enfin tout moins c'est pas la même configuration qu'ici. Alors ça va être un peu compliqué peut-être de faire passer ça à la webcam, mais on va tenter, hein. Qui ne tente rien n'a rien. Alors hop, on va mettre en route le bignou, enfin les bignous. Ça y est, c'est parti. Donc je vous montre ici, ça c'est le montage de base. Donc le générateur, une résistance qui fait 2,2 kΩ, la bobine que je vous avais présentée déjà la semaine dernière, et le condensateur que je vous ai présenté la semaine dernière. Ici, j'ai donc
une sonde qui va me permettre de visualiser le courant que j'injecte. La sonde, elle va être branchée entre la masse et ici ma résistance. Et la deuxième sonde, elle va être branchée entre la masse et ici la bobine ou le condensateur selon ce que je vais mesurer. Ok? Et ce que je vais essayer de faire, c'est même chose que pour tout à l'heure sur l'écran de l'ordinateur, mais de le faire là dans la vraie vie. Ça va être peut-être un peu plus compliqué, parce que c'est peut-être un peu plus tordu. Donc on va commencer par, alors c'est quoi? C'est la bobine. Alors, l'HD, c'est parti. Alors, que je vous montre tout ça. Alors, que je vous montre l'ensemble. Donc ici, Sur ton écran, là, qu'on ne voit pas. ouais, ben on va le faire après. Donc ça, c'est ma bobine. Alors, ma résistance, elle est là, ici. Alors, je vais prendre un stylo. Parce qu'avec mes gros doigts, on ne voit rien lire. Donc, ici, la résistance. Ici, vous reconnaissez la bobine. Donc ça, c'est la sonde que j'ai mis sur ma résistance. La deuxième sonde, à l'entrée, elle est dans le brouillon, là, ici. Voilà, elle est là-dedans. Mon générateur, il est ici. C'est le générateur que vous aviez vu la semaine dernière, qui n'est pas encore en route, mais que je vais mettre en route. Et en haut, là, vous avez l'oscilloscope. Donc là, il faut mettre le géné en route. Le géné en route. Il est en route. Allez, vas-y, cherche. Voilà. Donc ça, c'est pas génial, mais voilà. Ça va bouger encore un peu la caméra, peut-être. De toute façon, il y a aussi ça qui commence à se barrer. Il faut que je resserre tout ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais changer la fréquence. Alors, elle est où là? Hop, je vais changer la fréquence pour vous montrer que, voilà, on change. Et donc, on peut avoir... alors, ce que je vais essayer de trouver maintenant, c'est la fréquence, les mesures. Mesures automatiques. Ok, alors, allez, bien là, hop. Donc là, maintenant, j'ai ma trace 1, enfin ma sonde 1 qui prend ici le signal à l'entrée de mon circuit. Donc elle fait 2,44 volts, hein, c'est marqué. Alors où est-ce qu'elle est ma souris maintenant? Elle a perdu. 2,44 volts. J'ai perdu ma souris, encore une fois, je ne sais pas où elle est. Voilà, 2,44 volts, il est ici. Donc là, de pointe à pointe, ça fait 2,44 volts. Donc il faut que je multiplie ça par 0,707. Alors, 2,44 fois 0,707 égale, évidemment syntaxe erreur, qu'est-ce qu'il a vu? 2,44 multiplié par 0,707 exé 1,72 volts. Donc maintenant, il faut que j'essaye de trouver 1,72 volts par rapport à mon autre référence, trace 2. Allez, trace 2. Il faut que je trouve maintenant, non pas 1,19, mais 1,72.
Donc, toc, toc. Ah, j'ai dépassé, donc je me mets en mode slow. Ah, gêné. Hop. Là, j'ai descendu. Alors, oh, ça va vite, hein. Ça va vite, cette saloperie. « 1,72. Hop. Donc ça, c'est exactement 1,72. Donc ici, si je suis à cette fréquence-là, normalement, ça doit me donner la valeur de ma résistance ici de 2,2 kΩ, comme j'avais fait tout à l'heure. La fréquence, c'est extraordinaire. J'ai deux manières de vérifier. Un sur mon générateur. Sur mon générateur, il y a marqué 2,80, enfin 280 kHz. Et là, on m'annonce aussi 280 kHz. Extraordinaire quand même. Donc, j'ai ma bobine qui faisait de mémoire 760 micro-ohms. Alors, je fais 6,28 multiplié par la fréquence 280 10 puissance 3 multiplié par la bobine 780 micro moins 6 micro Henry. Et là, exé. Bon, 1,37 kΩ, alors que ma résistance, elle fait 2200 ohms. Il y a un truc qui va pas. Bon, mauvaise démonstration. On s'est repassé à un 78 d'ailleurs, et non plus un 72. Hop, hop, hop. Bon, là, je suis descendu à 266 kHz, mais c'est encore pire, c'est-à-dire que ça diminue encore plus mon impédance. Bon, enfin bon, voilà. L'idée, c'est que pour vous montrer que pour ma bobine, ici, je suis en avance. Je suis en avance. Ok? Et si je retire ma bobine et que je mets mon condensateur qu'on avait vu la semaine dernière, alors je ne vais pas vous déplacer la webcam, mais vous allez me faire confiance, je mets mon condensateur à la place et vous allez voir que maintenant le décalage est dans l'autre sens. Et je peux changer, alors je peux faire la même manipulation, mais je vais là maintenant augmenter la valeur de ma fréquence. Et plus j'augmente la valeur de ma fréquence, vous voyez que plus ça diminue, enfin plus la tension diminue. Inversement, alors qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Inversement, dans l'autre sens, ça augmente. Et j'ai toujours un déphasage de retard. Ça vient après. Voilà. Intéressant comme manip. Enfin, on a un peu de mal à la mettre en route parce qu'on s'est mal préparé. Ouais. Mais voilà, il y a réussi quand même. Au bout d'un... Après avoir pas mal tergiversé. Petite vidéo maintenant, parce que j'ai trouvé ça sur internet, c'était très sympathique. Je reviens ici sur ma vidéo. Alors c'est une vidéo qui a été faite il y a une vingtaine d'années. Alors ça s'appelle enfin c'est toute une série de petites vidéos qui font 5-6 minutes. Ça s'appelle Voyage en électricité. Ça a été fait par EDF, tout au moins une société qui est liée à EDF. Donc il y a pas mal d'explications de l'électricité pure, mais il y a aussi 2-3 épisodes
sur ce que nous voyons actuellement, c'est-à-dire les bobines, les condensateurs, les déphasages, etc. Donc je vous ai récupéré cette vidéo, elle est là, je vous ai mis le lien là, moi je l'ai récupérée et je vais vous la passer, si ça veut bien passer. Alors je me mets ici sur là, voilà, je mets le son ici, je coupe le son de la webcam et je vais vous mettre le son de l'audio du bureau. Alors Monsieur Volta est chargé de... En alternatif, on l'a déjà dit, 2 et 2, cela ne fait pas toujours 4. Prenons un circuit avec, branché en série, des résistances et des réactances, bobines et condensateurs. On a une source alternative qui va nous débiter un courant d'une fréquence de, disons, 50 Hz, si elle veut bien. Monsieur Volta est chargé de mesurer les tensions efficaces entre 2 points quelconques du circuit. Supposons qu'il trouve 30 volts de là à là et 20 volts de là à là. Eh bien, de là à là, il ne trouvera pas 50 volts. Ça, je vous le garantis. N'est-ce pas, monsieur Volta? Alors c'est là qu'il faut faire venir monsieur Fresnel, inventeur et grand bienfaiteur des étudiants en hautes études électriques, qui va nous expliquer tout ça avec des flèches tournantes. Notre circuit étant un circuit série, l'intensité est exactement la même en valeur et en phase en tout point du circuit. L'axe de la flèche intensité va donc nous servir de repère. C'est l'origine des phases, comme on dit. Aux bornes de la résistance, on sait que la tension est en phase avec l'intensité. Aux bornes de la bobine, on l'a vu aussi, la tension est déphasée en avance de 90 degrés. Maintenant, 30 volts en phase et 20 volts déphasés de 90 degrés, ça donne quoi comme résultat? Eh bien, M. Fresnel nous dit qu'il suffit de faire simplement ceci et de mesurer la longueur de la nouvelle flèche, ce qui ferait 36 volts. Monsieur Volta, s'il vous plaît. Eh bien oui, c'est ça. Monsieur Fresnel nous fait remarquer qu'on arriverait au même résultat en mettant les flèches bout à bout, comme cela. Et cette tension résultante aux bornes de l'ensemble, résistance bobine, est déphasée en avance toujours, mais d'un nouvel angle désigné sous le joli nom d'angle phi. Notre mathématicien de service fait remarquer que cela se calcule très facilement, mais ce n'est pas le moment. Sachez seulement que cet angle phi joue un rôle très important pour les problèmes de puissance, mais continuons nos réjouissances. Aux bornes d'une résistance et d'un condensateur, la manip est la même, sauf que bien sûr, la tension aux bornes du condensateur serait de 90 degrés en retard sur l'intensité, et la tension résultante aux bornes de l'ensemble serait en retard d'un certain angle phi. Et aux bornes de l'ensemble bobine-condensateur, il va trouver combien, monsieur Volta? Eh bien, il trouve 0 volts. Remettez-vous, monsieur Volta. 20 volts déphasés en avant de 90 degrés et 20 volts déphasés en arrière de 90 degrés, les deux flèches mises bout à bout, ça fait bien 0, vous voyez? Pour tout vous dire, on a joué un tour à notre bon monsieur Volta. On a pris le cas particulier où les tensions aux bornes de la bobine et du condensateur étaient exactement égales. Mais ce n'est généralement pas le cas. Ainsi, la tension résultante et le déphasage aux bornes de l'ensemble se calculent grâce à ce diagramme fort simple. Remarquez, on aurait pu épargner à M. Volta tout ce tracas de mesure de tension en se servant simplement des valeurs de la résistance et des réactances. Car reprenons notre triangle des tensions du début. Si je divise les tensions par l'intensité efficace
qui est la même dans les deux, nous l'oublions pas, on obtient un nouveau triangle, semblable au premier, dans lequel, en particulier, l'angle phi est le même. Or, on connaît nos formules. Les tensions divisées par l'intensité, c'est la résistance, c'est la réactance inductive, c'est la réactance capacitive. Ainsi, on peut opérer de la même façon avec les flèches résistance et réactance que M. Fresnel a aussi dans son sac. En connaissant les valeurs de chaque élément, on peut prévoir ce qui va se passer dans le circuit, même s'il est débranché, ce qui permet à notre source d'aller se reposer. Alors ressortez vos tablettes de granit et gravez bien ceci. Dans notre circuit alternatif série, les résistances ne déphasent pas, elles s'ajoutent purement et simplement. Les réactances inductives déphasent de 90 degrés en avant. Les réactances capacitives de 90 degrés en arrière, donc elles se retranchent. Il suffit de mesurer combien d'ohms fait la résultante. Là, je vous arrête, monsieur Fresnel. C'est quoi que vous mesurez là? C'est pas seulement une résistance, ce n'est pas seulement une réactance, c'est une impédance. Je sais, ça fait beaucoup de trucs en anse, mais en alternatif, il faut ce qu'il faut. Et notre mathématicien de service fait remarquer que ça se calcule très facilement, comme dans les triangles rectangles, carré de l'hypoténuse égale impédance de l'ensemble, donc 22,4 ohms, et s'il passait là-dedans un courant de 1 ampère, on aurait 22,4 volts aux bornes. Et oui, monsieur Volta peut venir vérifier, mais monsieur Volta dit qu'il nous fait confiance. D'ailleurs, il ne passe aucun courant puisque notre source est allée se coucher. Voilà, donc c'était, je reviens sur mon PDF. Voilà, c'était la petite séance de cinéma du vendredi soir. Et ben voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.